L'héritage, ah là là, un sujet souvent vraiment délicat, source de tensions, parfois cachées, puis de drames humains bien réels. L'argent et les liens familiaux qui s'entrechoquent. Oui, c'est un terrain miné où l'affectif et le financier se livrent une bataille parfois violente. Exactement. Et aujourd'hui, on va explorer un peu cet univers complexe. Hmm. On s'appuie pour ça sur une enquête assez fouillée du Nouvel Obs, le numéro 3165. Elle se penche sur un phénomène qui apparemment est en hausse, l'abus de faiblesse envers les personnes âgées. Et les guerres de succession qui en découlent souvent, oui. C'est ça. Alors, notre objectif, c'est de décortiquer quelques cas, quelques situations emblématiques tirées de cette enquête, pour comprendre un peu les mécanismes, les dynamiques familiales. Bon, alors, déballons ça. Allons-y. Commençons par l'abus de faiblesse. C'est souvent invisible, hein ? Très difficile à détecter, oui. Le plus dur, c'est que les victimes elles-mêmes, elles ont parfois honte. Ou alors elles refusent de se voir comme vulnérables. Oui, il y a une citation dans l'article de la vice-procureure Anne Proust qui dit que la relation avec l'abuseur est parfois, pour la victime, le dernier acte de leur vie quotidienne. Un lien auquel elle s'accroche, en fait. C'est terrible, ça montre l'isolement aussi. Prenons le cas de Christiane, 80 ans. C'est sa banque qui tire la sonnette d'alarme. Des retraits énormes, jusqu'à 2 500 € par semaine. Ah oui, quand même. Et des chèques, 50 000 €, 75 000 €. Tout ça en faveur de son employé à domicile, Sokna. Le total, 862 390 €. C'est énorme. 800 000 €. Waouh. Et pourtant, Christiane, elle affirme « Je l'ai fait de bon cœur ». Elle ne comprend pas pourquoi on s'en mêle. Et c'est là que ça devient fascinant, enfin, façon de parler. C'est que, médicalement, Christiane est jugée en pleine forme. Pas de vulnérabilité établie au sens strict, au sens légal du terme. Donc, pas de diagnostic d'Alzheimer ou autre. Non. Résultat, Sokna, l'employée, elle n'est condamnée que pour abus de confiance. Et seulement sur une partie des sommes, les fameux 300 000 € de bonus. Pas pour abus de faiblesse sur l'ensemble. Ah d'accord. Ça montre bien toutes les difficultés. Approuver l'emprise psychologique quand la personne semble en apparence lucide. On est vraiment dans ce flou entre l'affection réelle ou simulée et la prédation pure. C'est un cas d'école, presque. Et ce n'est pas isolé. L'article évoque aussi Jean-Paul, 78 ans, riche, malade, pas d'héritier direct. Le profil type, malheureusement. Et il épouse André, 43 ans, rencontré sur un parking, un peu connu pour ça. Et juste avant le mariage, hop, modification du testament. Classique. Et qui dénonce. C'est le cousin d'André lui-même. Ça montre bien que la maladie, la solitude, ce sont des failles qui sont exploitées. Tout à fait. Et ces cas individuels, aussi tristes soient-ils, ils révèlent un problème plus large, presque systémique, je dirais. Oui. Bah oui, une avocate citée dans l'enquête le dit très crûment. Ces dossiers d'abus de faiblesse meurent avec ses clients, faute de moyens judiciaires pour aller vite, pour instruire à temps. C'est terrible, ça veut dire que la justice est trop lente. Exactement. Elle donne l'exemple d'une veuve mise en contact via les pompes funèbres quand même, avec une aide administrative, une auto-entrepreneuse, qui se retrouve où? Sur le testament. Incroyable. La sœur de la défunte, âgée de 93 ans, a porté plainte. Mais le dossier traîne, il s'enlise. En fait, la lenteur de la justice devient une sorte d'allié objectif pour les prédateurs. Passons maintenant, si vous voulez bien, au conflit d'héritage au sein même des familles. L'enquête le dit bien, l'ouverture d'une succession, c'est souvent une épreuve définitive. Le moment où tout ressort, oui. Les non-dits, les vieilles rancœurs. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ou plutôt, gratiné. Oui. Le cas d'Ada. Son père, un homme d'affaires brillant, reconnu, il lègue son patrimoine, plus d'1 million d'euros, à des cousins, et à une femme décrite comme une bimbo italienne. Ah oui, le cliché. Et Ada, sa fille, elle ne reçoit que le minimum légal, la fameuse réserve héréditaire, cette part garantie aux enfants. La loi protège un minimum, mais bon. Ada, elle raconte un déjeuner où son père était confus, il l'avait prise pour sa propre mère décédée. Elle dit que sa plainte, c'est pas que pour l'argent, c'est pour l'honneur, pour l'amour filial qui a été bafoué. L'aspect symbolique est énorme. Et cette détresse, on la retrouve partout. L'Obs cite des forums en ligne et c'est édifiant. La sœur qui vend les meubles du père sur le Bon Coin le lendemain de l'enterrement. Non! Si. Le frère qui réclame de l'argent après avoir squatté la maison familiale pendant 10 ans sans rien payer. Ou pire, ce frère qui cache l'Alzheimer de sa mère pour détourner ses biens.
Sa propre sœur parle de vraie mafia. C'est fou. L'argent devient une arme pour régler des comptes anciens. Exactement. Il y a aussi l'histoire de Noémie. Sa mère vient de mourir et son père installe tout de suite une nouvelle compagne. Apparemment, il avait déjà fait signer des papiers à sa femme malade pour récupérer des parts de propriété, l'usufruit. Pas très élégant. Et maintenant, il veut épouser cette nouvelle femme que Noémie juge vénale. Pour elle aussi, la bataille, c'est pour l'honneur de sa mère. On retrouve cette notion d'honneur. C'est ce que constate une avocate, Arlette Barmont, citée aussi dans l'enquête. Elle dit que l'affectif submerge tout. Ça entraîne des réactions complètement irrationnelles. Et les dossiers qui n'en finissent pas, j'imagine. Voilà, elle donne l'exemple d'un frère et d'une sœur en conflit depuis plus de 10 ans. La procédure est totalement bloquée. Et parfois, son analyse est intéressante. Elle dit que ce conflit, c'est paradoxalement la seule façon qu'ils ont trouvée pour entretenir un lien, même un lien négatif. C'est triste, mais ça se comprend presque. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, Sam? Ces histoires, tirées de l'enquête, ce ne sont pas juste des faits divers. Non, loin de là. Elles révèlent des fractures humaines vraiment profondes. L'argent, il agit comme un révélateur, un catalyseur brutal. Il exacerbe les vulnérabilités, les blessures familiales anciennes, et ça mène souvent à des ruptures définitives. C'est ça. Le point commun, c'est souvent cette collision entre une fragilité, l'âge, la maladie, l'isolement, la convoitise, bien sûr, et puis toute une histoire familiale souvent complexe et douloureuse. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je crois. Comment est-ce qu'on fait pour protéger au mieux les plus vulnérables, sans pour autant les priver de leur liberté, de leur autonomie, de leur droit à disposer de leurs biens comme ils l'entendent, même si, de notre point de vue, leur choix semble aberrant ou dangereux? C'est le grand écart. Exactement. Où est-ce qu'on place le curseur entre cette nécessité de protection et le respect de la liberté individuelle? Surtout face à la prédation et à ces tempêtes familiales qui sont, hélas, presque inévitables dans certaines situations. C'est tout l'enjeu terriblement humain de ces affaires.